Bonsoir Gilles. Bonsoir Cécilia. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Studio Lacan. Le 8 janvier, lors de la 7e émission de Studio Lacan, nous avions accueilli Alexandre Stevens pour nous parler sous le titre « La psychanalyse indispensable en institution ». Nous avions évoqué le fait qu'il avait fondé une institution appelée le Courtil. Studio Lacan s'y est rendu avec une petite équipe afin de préparer un reportage sur cette institution qui s'oriente de la psychanalyse. Nous vous invitons à nous accompagner dans cette petite promenade au Courtil et nous accueillons aussi sur le plateau deux invités. Corinne Reski, bonjour. Vous êtes psychanalyste, psychiatre, responsable de l'unité soins et études à l'hôpital de Villévrard. Et Thomas Roïc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-directeur adjoint et responsable thérapeutique au Courtil. Mais tout de suite, le reportage. En 1984, Alexandre Stevens, psychiatre, psychanalyste et membre de l'école de la cause freudienne, fonde le Courtil avec Véronique Mariage et Bernard Sénard au sein de l'Institut médico-pédagogique Notre-Dame de la Sagesse, dans un petit village frontalier en Belgique nommé Lersno, pas loin de la ville de Tournai. Ouais, c'est Courtil. Ouais, ici on est au quartier et on va rapper. Pour ton premier là, ce Courtil m'arrive à rapper. Ouais, on est au studio et on va rapper. Pour ton premier live, gros, et c'est Scousy à la haine. Ouais. Un désir inaugural du fondateur a noué cette institution dès le départ au champ freudien et à travers lui à l'école de la cause freudienne. Au fil des années, le Courtil devient un lieu de travail pour un nombre croissant de cliniciens que l'on nomme intervenants, particulièrement soucieux de la singularité subjective. Il accueille des enfants et des jeunes de 6 à 20 ans avec des grandes difficultés psychiques, dans un travail minutieux, très attentif au cas par cas, effectué notamment dans la rencontre entre les intervenants et les résidents dans la vie quotidienne. Le coucher, le travail scolaire, les repas, les moments de récréation, la piscine, la sortie au cinéma, les voyages, les camps de vacances, etc. Moi, je dis souvent que le Courtil, tant que ça reste une expérience, c'est-à-dire un work in progress, quelque chose qui n'est pas abouti, alors ça continuera à vivre. À partir du moment où on pensera avoir au fond exploré tout ce qu'on pouvait explorer et avoir développé une sorte de méthode, alors ce sera mort. Oui, ça va. Le travail avec les jeunes au Courtil est accompagné par des réunions cliniques centrées sur la singularité de chaque sujet, mais aussi par des séminaires théoriques et une publication d'une revue électronique intitulée « Le Courtil en ligne ». Aujourd'hui, le Courtil est devenu une référence pour des praticiens qui s'intéressent à un travail institutionnel orienté par l'éthique de la psychanalyse lacanienne. Bien qu'il n'ait pas requis d'être en analyse pour y travailler, un grand nombre d'analysants, bien au-delà de la Belgique, ont le désir de participer à cette expérience. D'autres débutent leur analyse suite à la rencontre avec le Courtil. D'autres encore ne sont pas conduits à faire une analyse personnelle, mais se laissent orienter par son éthique dans leur travail. Studio Lacan s'est rendu au Courtil afin de transmettre à ses spectateurs le sel de cette articulation particulière entre la psychanalyse et le travail thérapeutique en institution. À notre arrivée, nous sommes accueillis par le directeur du Courtil, Dominique Olvoet, et une coordinatrice, Céline Oli. Les deux sont psychanalystes, membres de l'école de la cause freudienne. Avec eux, nous commençons notre promenade au Courtil. On est
est parti d'une petite cellule. Oui. Au départ, on avait la ferme. C'était la ferme. Hein, on avait acheté ce bâtiment de la ferme et l'expérience est née là. Et c'est l'intérêt de cette expérience qui a fait que d'autres collègues de l'institution se sont penchés sur ce qu'on faisait et qu'on a pu étendre progressivement cette expérience. Il y a 30 degrés, il y a l'appartement, il y a la chambre en ville et il y a le studio. Et puis l'entre-deux-villes, c'est encore une quatrième invention qui est, comme le nom l'indique, un peu entre deux. C'est-à-dire ils n'ont pas encore tout à fait quitté la résidence, ils restent dans l'espace ici, disons, sécurisé du Courtil, mais pour se préparer à pouvoir entrer en appartement, en ville, plus en autonomie, plus... Et donc là, ils sont déjà un peu autonomes. Et donc, ils ont déjà une relative autonomie parce qu'ils ont, c'est tout nouveau, hein, ils sont installés depuis 3 jours. Hein. Ils ont un espace à l'intérieur du site, donc ils ont leurs intervenants qui sont juste à côté, etc. Mais ils ont leur chambre, qui est une chambre, vraiment un petit studio, où ils ont toute l'installation qu'il faut, avec une chambre, un petit salon et une partie sanitaire. Chacun a ça? Voilà, chacun. Hein, il y a 4 appartements et il y a une partie communautaire pour la cuisine. Hein, ils n'ont pas de kitchenette dans leurs appartements, ils cuisinent ensemble. On avait convenu ça depuis le départ et puis comme nous 4 on s'entend bien, on reste souvent ensemble. On est un peu comme les Dalton, mais tu vois genre... ouais, les 4, c'est pas les 3 ou les 4? Bon, les 4. Bref, enfin on est, ouais, comme il dit, comme les 4 mousquetaires, sauf qu'on n'a pas de chapeau, on n'a pas d'épée ni rien, on a juste des bonnets, un crâne chauve. Non, je plaisante. Non, mais franchement on est bien et puis ça faisait un petit temps qu'on avait prévu d'être pas en colocation mais dans le voisinage quoi. Donc voilà. Alors, vous avez dit au début que c'est ici vous apprenez l'autonomie. Ouais, c'est pour, comme on a nos apparts respectifs, ça nous permet de, allez, comment expliquer et comment répondre à la question? Oui, bah, je ne l'ai même pas posé, mais la question, ça serait qu'est-ce que c'est l'autonomie? Bah, se débrouiller tout seul, sans demander de l'aide à personne, enfin, on peut toujours demander des conseils, hein, c'est pas ça, mais moi, je sais pas, je mets la bonne ambiance comme ça, des fois, pour eux, c'est un peu mirobolant, on va dire, hein, des fois quand je dis des bêtises comme ça. Ouais. On est d'accord? Ouais. Non, mais c'est pour les mettre dans la bonne ambiance. Des fois, quand Mister il est pas trop bien, là, qui c'est qui le fait rire? Bah, c'est Lily. Quand l'autre banane, là, je sais pas quoi. Banane, il a un prénom déjà. Ouais, monsieur Los, ouais. Bref. Ouais, mais moi, après, quand ils sont tous là, je suis seul limite à leur remonter le moral avec mes bêtises, quoi. Donc lui, sa passion, c'est le rap, et moi, ma passion, c'est le foot, hein, comme vous voyez. C'est le foot, hein. C'est un plat pour... En fait, le lien entre vous 4, c'est quelque chose qui est très important. Ouais. Ça ne changera pas, on sera toujours solidaires. Même si on part d'ici, on va toujours se recontacter. Hein. C'est quand même la psychanalyse qui nous permet d'inventer à chaque fois des nouveaux dispositifs, pas juste pour les inventer pour le plaisir, mais parce qu'elles répondent à une impasse contemporaine la plupart du temps. On a eu une petite discussion comme ça avec l'équipe du Courtil en ligne et les gens ont bien décrit comment finalement il n'y a plus de mur dans l'institution. C'est-à-dire que les réseaux sociaux percent de l'extérieur. Enfin, c'est comme ça que je traduis ce que j'ai entendu, mais qu'on ne peut pas arrêter ça. C'est-à-dire qu'il faut plutôt s'immiscer là-dedans et travailler avec ça. C'est ça la démarche psychanalytique. C'est-à-dire c'est pas une réponse au nom du père qui serait... on regarde les écrans seulement entre 3h et 5h. Enfin, c'est pas... Peut-être il y a de ça aussi, je ne sais pas, mais on voit bien l'embarras de l'institution. On peut dire que le Courtil, c'est l'invention permanente d'impasses, face aux impasses, les impasses croissantes de la civilisation, face à ces impasses, c'est l'invention permanente de dispositifs qui permettent de sursoir à l'impasse, en quelque sorte, de passer au-dessus. Donc, ça n'est jamais la panacée, ça n'est jamais la solution dernière.
c'est un bricolage par rapport à une difficulté qu'on rencontre. Qui tient un moment. J'ai pas tout à fait compris le propos du film que vous avez vu la semaine dernière quand même. Hein. Je crois qu'il manquait un petit peu. C'est pas facile à résumer. Le lion et le loup, ils deviennent amis du coup au bout d'un moment. Ils sont élevés par la maman loup en fait. La maman du petit louveteau en fait. Ok, elle élève le petit lion aussi. Et du coup, ils vivent tous ensemble dans la forêt. Et après, la maman, elle s'est fait tuer. La maman louve. Elle s'est pas fait tuer. Mais elle est plus là. Elle a reçu une petite piqûre pour l'anesthésier et pour éviter de la déplacer d'un endroit à un autre en fait. C'est des gens Et comme les petits sont sur la même maison et il n'y a pas eu la maman, et ben ils ont mis plein de bordel. Les petits dans la maison. Oui. Quand la maman était pas là. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. plus de bordel que dans la chambre d'Anaïs. Plus que le bordel qu'il y a dans la chambre d'Anaïs. Comment c'est possible? Est-ce qu'il y en a plus que dans la chambre d'Inès aussi? Inès atteint des sommets de bordel qui sont quand même assez inégalables au courtier, je pense. Je sais pas comment expliquer, moi je suis schizophrène. Et du coup, ils ont pas les moyens pour me soigner tout simplement. D'accord. Ça veut dire qu'ils me donnaient n'importe quel traitement sans savoir ce que j'avais. Ils m'hospitalisaient, enfin un peu tout le bazar quoi. Et vous expliquez un petit peu ce que ça veut dire? Pas vraiment. Mais je sais ce que ça veut dire. Des fois je peux être gentille et puis 2 secondes après je peux être méchante. Ça c'est presque tout le monde comme ça. Ouais mais c'est ce qu'ils disent après, c'est peut-être pas vrai mais... Toi tu sais parler de tes difficultés. Oui. Les difficultés à la maison, oui. Les difficultés au coursil. Oui. Arrête de rire. Non mais c'est vrai, c'est important et tu sais en parler en plus. En plus ce soir je vois Roselyne. J'ai encore fait des cauchemars. Cauchemars de quoi? J'ai fait des cauchemars bizarres. Mais en fait je prends pas mes souvenirs parce que j'ai peur que quand je fais un cauchemar, de ne pas me réveiller. Oui, heureusement qu'on se réveille des cauchemars. J'ai beaucoup de peur aussi. J'ai peur des araignées, j'ai peur des reptiles, j'ai peur du vide, et j'ai peur de l'abandon aussi, un peu comme tout le monde. Et après, des fois j'ai des peurs, mais des fois j'en ai pas. Je sais pas comment l'expliquer, genre, mais des fois mes peurs elles changent. On a réussi, je pense, à protéger notre dispositif et le fait qu'on continue à faire des études de cas qui ne découpent pas le cas justement en différents tiroirs. Et donc les chefs, ceux qui assurent ce qu'on appelle les directions de maison, les directions thérapeutiques, qui assurent l'orientation du travail, à cette place-là, on essaie de rester le plus possible dans un lien direct avec la pratique effective. Alors c'est vraiment le cas pour Thomas et Céline qui assurent chacun une direction thérapeutique dans les groupes. Et moi je fais comme faisait Bernard Senave, je fais toutes les admissions. C'est-à-dire que je reçois en premier rendez-vous tous les enfants qui vont entrer dans l'institution. Et donc je suis 50% de mon temps aux prises dans la rencontre avec les familles et avec les jeunes, ce qui ne peut plus être le cas des directions managers. Et alors, par rapport à la question du projet, voilà, le fait que ça soit, on ne voit pas ça comme un projet, mais plutôt comme un parcours d'accompagnement, on a dû mettre en place aussi un conseil institutionnel des usagers. Avec, où on invitait des parents à venir, donc c'est vraiment où les parents viennent. C'est une obligation, ça. Oui, c'est une obligation. Bon, donc on l'a fait, et en même temps c'est Loïse Guillemot et Véronique Robert qui s'occupent de ça. Elles font quelque chose de hyper clinique avec les parents, vraiment très chouette. Il y a en même temps, c'est un cahier de doléances en effet, il y a plein de choses qui dysfonctionnent et c'est le moment de le dire. Et à la fois, il y a des paroles de parents vraiment très très fine et subtile sur notamment la question de ce projet et de l'accompagnement, où un parent disait mais c'est impossible de dire
ce que notre enfant va devenir demain. Donc on ne peut pas dire que c'est un projet. Qu'est-ce qu'on a comme projet? Pour eux, on a des projets pour eux depuis 10 ans et on voit que ça foire depuis 10 ans. Et donc on ne peut que les accompagner dans ce qu'ils font au quotidien. Et je trouvais ça vraiment formidable. Ouais. Ah, parce que les parents viennent valider ce qui a été notre choix de déplacer le signifiant projet vers le signifiant parcours. En fait, quand nous disons dans notre jargon cliniquement, ça veut dire qu'on prend en compte le sujet à part entière. Et c'est pas du tout le prendre pour un malade à traiter. Je dis ça parce que ce terme de clinique qui maintenant est galvaudé et repris à tour de bras, où tout maintenant s'appelle clinique parce qu'il y a une époque, il y a 20 ans, où les psychanalystes ont mis en avant la dimension clinique qui voulait dire être au chevet du patient, être au plus près d'eux. Aujourd'hui, je trouve qu'il faut insister sur le fait que ça veut surtout dire prendre le sujet comme un sujet à part entière. Occupe-toi de ta vie, pas de celle des autres. J'ai laissé l'amour s'enfuir, mon cœur était en pause. Posé au quartier, je chasse ma mélancolie. Mes larmes sont passées, j'attends avec impatience l'arrivée de mon petit protégé. Désormais je ne compte plus sur les sociétés, je ne compte que sur les vrais. Même les faux, je peux les oublier. Excuse-moi bébé, je dois te laisser. Je dois retourner au studio, je sais que t'as peur qu'on me fasse la peau. Il paraît que c'est YOUTS à la prod pour un nouveau projet. S'il te plaît, t'en mêle pas, tu vas le regretter, t'en mêle pas, tu vas le regretter, tu vas le regretter. Un conseil, écoute bien, occupe-toi de ta vie, pas de celle des autres. J'ai laissé l'amour s'enfuir, mon cœur était en pause. Alors, Corinne Reski, vous-même vous travaillez dans une institution avec des jeunes en grande difficulté psychique. Comment avez-vous perçu ce qui se fait au Courtils et quels échos pouvez-vous nous en transmettre en résonance avec votre propre pratique? Alors cette promenade au Courtils illustre finement ce que peut être le sel de l'articulation entre psychanalyse et institution, comme on parle du sel de la vie. En dessinant un relief particulier, celui d'un nouage entre plusieurs axes au sein d'un lieu de vie, sorte de refuge pour les jeunes, là où l'institution familiale a été mise en échec. Ces jeunes accueillis, des jeunes en souffrance psychique, rencontrent des intervenants dont les qualifications ne sont pas mentionnées, mais laissant ainsi la place à une position subjective soutenue par un désir. Donc un lieu de vie, des intervenants et une réunion d'équipe où il est question de parler d'un jeune, de ce qu'il dit, de ce que l'on dit de lui, dans une fonction d'élaboration d'un savoir afin de circonscrire le réel enjeu, les impasses rencontrées au cas par cas et pour chaque jeune. Une élaboration qui suit l'orientation psychanalytique lacanienne et le discours analytique servant comme clé de lecture dans ce qui se dit. Et ça, c'est, je trouve, particulièrement bien illustré. Bon, merci pour cette lecture de l'ensemble du reportage. Thomas Roïc, il est évoqué dans ce reportage le fait que la prolifération des objets technologiques, les téléphones, les caméras, les réseaux sociaux, etc., perce d'une certaine façon les murs de l'institution. Et expose les résidents d'une certaine façon au regard du monde extérieur. Est-ce que l'institution est encore un refuge ou un abri par rapport au regard extérieur, à votre avis, et comment est-ce que vous travaillez avec cette problématique? Bon, alors, il n'y a effectivement pas que Studio Lacan et Mariana Otero, il y a quelques années, avec son documentaire À ciel ouvert, qui entre et qui entre dans le Courtils. Il y a aussi donc effectivement de plus en plus, comme on le voit dans le reportage, les réseaux sociaux qui s'invitent, je dirais, dans le quotidien des jeunes. Également tout ce qui est communication visio avec
notamment avec les parents. On voit de plus en plus de parents qui appellent leurs enfants, quel que soit l'âge, enfin il faut qu'ils aient quand même un téléphone, au cours de la semaine, là où avant effectivement il y avait davantage une régulation, c'était des coups de fil à partir du bureau des intervenants, et donc il y a aujourd'hui un peu ce côté, ce culte de la transparence qui se retrouve également à ce niveau-là, c'est on veut entrer, on veut voir. Les familles peuvent avoir cette envie-là aussi. Alors nous, qui appartenant à des générations un peu plus anciennes, on aurait tendance à penser que c'est perturbant pour les enfants qui sont là. Est-ce que c'est le cas? Alors, pour certains jeunes, ça peut parfois l'être. Mais ce qui est visé, c'est pas de supprimer l'objet, mais ça serait, pour faire vite, que le jeune puisse lui-même venir raccrocher, et enfin venir couper un peu la communication. C'est plutôt ça qu'on vise, plutôt qu'une à la fois une soustraction de l'objet. C'est plutôt que le sujet puisse venir de lui-même, je dirais, venir mettre un point d'arrêt à ce qui peut faire intrusion pour lui. Après, voilà, on n'a pas une règle de toute façon, je dirais, globale pour ces objets. Ça va vraiment dépendre aussi de l'usage que va en faire le jeune. Et puis, on n'a pas entendu en plus les téléphones pour devoir trouver des solutions avec les objets techniques. Je me rappelle d'un jeune homme qui était lui-même complètement parasité par simplement la radio. Alors c'était pas une continuité entre un autre incarné au bout du fil et lui-même, mais c'était quand même le message de la radio, et on a dû à un moment opérer cette soustraction au niveau de l'objet technique pour qu'il puisse un peu se débrancher, parce qu'il était dans une activité continuelle d'écoute de la radio, et dès qu'il ratait le moindre flash, c'était une forme de laisser tomber. Ah. Bon, et donc là, j'adresserai une question à vous deux. Donc il y a une intrusion des objets technologiques, il y a aussi une intrusion d'une certaine façon de l'administration aujourd'hui, peut-être de plus en plus, avec une série d'exigences. On voit bien dans le reportage comment Dominique Olvout, le directeur du Courtil, le dit, comment un écart, un déplacement langagier se fait, c'est-à-dire de ce qu'on exige, de l'exigence de faire un projet avec chaque enfant, au parcours qui se repère dans l'après-coup, si j'ai bien compris. Donc, à la différence du projet qui est un préalable, le parcours qui se repère dans l'après-coup. Donc, il y a ce déplacement-là qui se fait, déplacement langagier. Est-ce que vous... Qu'en pensez-vous de cette intrusion de l'administration et peut-être Corinne, si vous voulez. Au fond, c'est comment se débrouiller avec les signifiants de la modernité, que ce soit du côté de l'administration ou d'ailleurs. C'est le diagnostic, c'est les recommandations des bonnes pratiques, c'est le projet de soins. Et quand un être parlant est aux prises avec une souffrance psychique, avec une difficulté dans les liens sociaux, ça paraît assez logique que ça ne puisse pas se réduire à des signifiants pour tous. C'est vraiment dans un idéal de protocole, de protocolisation de l'existence qu'éventuellement ça peut se rêver. Et donc on le voit dans le reportage, quand la jeune fille dit « je suis schizophrène », ça l'aide pas vraiment. Et au fond, ce qui l'aide, c'est plutôt de dire ce qu'elle rencontre, elle, dans les moments, ce qui va pas. Donc il s'agit de pouvoir prendre le sujet à part entière dans ce qu'il... ou plutôt l'être parlant à part entière. C'est donner aux accents singuliers d'un chemin de vie tel qu'il est rapporté par la personne elle-même des lettres de noblesse.
Il s'agit de remettre au centre la parole d'un jeune. Et une parole, pas n'importe laquelle, c'est celle qui emporte un bien-dire de ce qui a été rencontré. Donc en fait, ce que vous dites, c'est que l'ensemble du travail produit ces décalages par rapport à l'exigence administrative. C'est pas seulement cet exemple-là, c'est un ensemble qui fait que cette prise en compte du sujet à part entière, comme vous le dites, comme le dit Dominique Olvout aussi dans le reportage, est un déplacement, est un écart produit avec les exigences administratives. Est-ce que, Thomas Roïc, vous voulez peut-être ajouter à ça? Non, et puis, enfin, oui, il y a effectivement, je dirais même un peu un travail un combat de tous les jours pour essayer quand même aussi de maintenir justement le souhait que l'évaluation souhaite qu'on puisse parler de projet, et nous, on tient sur la dimension effectivement du parcours, parce que ça, c'est pas simplement, c'est effectivement une petite distinction langagière, mais qui, comme le disait Korniarski, amène tout un déplacement au niveau de l'accompagnement. Le projet, ça implique que c'est au nom du savoir de l'autre. Il y a un tel symptôme, l'autre sait comment répondre à tel symptôme, et donc on va projeter tel type d'accompagnement sans du tout savoir ce que ce symptôme signifie, comme vous le disiez très bien, pour le sujet. Parfois, il ne faut pas y toucher. Il y a aussi peut-être la question de... Là, ce serait peut-être plus généralement la question de l'éthique de la psychanalyse. C'est que le projet implique une résolution en termes de problème-solution. Alors que au niveau de ce qu'on tente en tout cas d'imprimer aussi dans notre pratique en termes de parcours, c'est qu'il y aura toujours une impasse, et que cette impasse-là, ça sera des petits bricolages, mais on ne fait pas miroiter qu'on aura une solution toute faite, et encore moins la solution du... Oui, Céline Olly le dit très bien dans le reportage, quand elle dit, bon, les parents disent, ouais, on voit déjà, ça fait 10 ans qu'il y a un projet, il n'y a rien qui bouge, donc on l'accompagne. Il y a une certaine... un travail de reconnaissance du réel, je dirais, des impasses réelles. Exactement. En plus, souvent, les enfants qu'on reçoit au Courtil, qu'on accueille au Courtil, ils ont déjà beaucoup vécu des projets, et on voit que les impasses n'ont pas forcément été, en tout cas celles-ci, n'ont pas été levées par la dimension du projet. Et puis un dernier point, peut-être, c'est aussi la question, encore une fois, de l'idéal de l'autre qui est véhiculé au niveau des projets. On le voit très bien, nous, actuellement, au niveau aussi des accompagnements, l'idéal d'autonomie, l'idéal du travail. Donc ces dimensions-là ne sont pas forcément quelque chose qui font partie, je dirais, de ce que les jeunes mettent au travail, eux, par rapport à ce qui leur fait la douleur de vivre, quoi. Oui, et donc, au sujet de ce parcours de jeunes, où il n'y a donc pas un objectif donc de rééducation, d'éradication du symptôme, un objectif qui serait prédéterminé, mais je me demande si après coup, il vous serait possible d'en dire un petit peu quelque chose, voire de formaliser ce qui se constate finalement de ces parcours. Dans certaines séquences du reportage, ce qui m'est apparu, moi, enfin en tout cas c'est ce qui ressort dans le reportage, c'est des opérations qui vont dans le sens d'une certaine humanisation de l'expérience. Alors, bon, par exemple, dans la séquence du repas avec les jeunes, il y a cette intervenante qui dit à l'ado maintenant tu sais parler de tes difficultés. Et la jeune elle-même qui, à propos de ses peurs, qui dit oui, bon, mais la peur de l'abandon, ça c'est un peu tout le monde, ça. Bon, mais vous, quelle serait votre lecture de ce qui est opéré là? Il y a donc effectivement cette question de l'humanisation. C'est dans le reportage, Guy Carros, c'est ce que vous
vous faites avec notamment cette demoiselle, hein, en pouvant la raccrocher dans la communauté humaine, en dépliant en fait ce signifiant de l'autre qui vient s'imprimer sur elle, le signifiant de schizophrénie, et voilà, ça permet déjà d'ouvrir et d'amener, je dirais, une forme de traduction par rapport à ce signifiant-là. Après, ce qu'on peut nous essayer aussi de viser, c'est une forme de, alors, peut-être de subjectivation, en tout cas que là où le sujet arrive, le jeune arrive avec des signifiants qui sont effectivement ceux de l'autre, qui puissent nous transmettre et essayer de construire aussi, d'élaborer ses propres signifiants pour essayer de pointer ce qui fait difficulté pour lui. C'est déjà assez formidable quand on arrive à ce premier effet, je dirais, souvent c'est de la procédure un petit peu entre guillemets d'admission, du travail d'admission, de pouvoir faire en sorte que le jeune homme ou la jeune femme qu'on accueille puisse nous indiquer ce qui fait difficulté pour lui. C'est un premier temps, avec les effets aussi qu'on peut aussi noter par rapport justement de bien dire sur ces symptômes qui sont par ailleurs souvent graves et qui le font souffrir. Hein, mais c'est peut-être aussi de pouvoir faire accuser réception de ce bien dire. Je dirais, c'est... Corinne, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? C'est pas indispensable. Oui, je trouve que le fait de permettre dès l'arrivée dans la procédure d'admission à ce que le jeune puisse arriver à formuler une question personnelle, à pouvoir repérer déjà un dérangement personnel, c'est vraiment l'envers d'adresser le jeune pour tel ou tel symptôme. Et donc là, il y a quelque chose de l'amorce d'un travail qui peut opérer. Oui, alors Corinne Reski, vous aviez évoqué au début de notre discussion ce nouage qu'il y a entre les réunions et la vie de l'institution. Dans ce nouage, je voudrais revenir sur la question de la formation qui apparaît dans le reportage. Et, parce que pendant le tournage, j'ai été très frappée par une certaine ambiance de travail dans ce lieu, une espèce comme ça de fourmilière de désirants au travail. Hein. Et alors, bon, manifestement, c'est pas un enseignement de la psychanalyse qui serait dispensé à heure fixe entre des moments de vie avec les jeunes, mais plutôt de l'ordre du transfert de travail qui aurait effet de pousse à la formation. Hein. Peut-être que l'un de vous voudrait revenir sur cette articulation, ou au fond, comment est-ce qu'on passe de l'impasse clinique au désir de savoir? J'ai l'idée que le reportage illustre, quand vous parlez de l'ambiance de travail et puis le côté léger, ça illustre vraiment ce propos de Lacan qu'on retrouve à la fin de l'allocution sur les psychoses de l'enfant. Quelle joie trouvons-nous dans ce qui fait notre travail? Et vraiment, je trouve que le reportage illustre véritablement ce point-là. Pour moi, il y a de joie que de désir. Et parvenir à la subversion du discours du maître par le retournement qu'en effectue la psychanalyse nécessite au sein d'une institution un au moins un. Un moins un qui va de son désir, même si il peut y en avoir plusieurs. C'est-à-dire qu'ils font le nom de quelqu'un dont c'était le désir, que l'institution était son désir. C'est ça, c'est ça. Et donc ça vous le signalez en début de reportage, c'est Alexandre Stevens qui a démarré. Le service dans lequel je travaille, ça a été le docteur Yves-Claude Stavy, puis après il y a eu une suite. Et donc ce au moins un qui est garant d'une position de non-savoir, c'est à l'origine de toute création, et par là même d'effets de formation. Le point de non-savoir, c'est ce qui atteste qu'il y a une impasse qui est rencontrée.
et qui pousse à une élaboration de savoir qui s'expose. C'est là où on entend, enfin, au courtil, avec les séminaires, le courtil en ligne, et donc il y a une espèce de retour comme ça, de mayonnaise qui prend du côté d'un transfert de travail, d'un côté d'un effet de formation, mais pas sans cette joie que Lacan notait déjà. Thomas Rouik. Oui, la joie, effectivement, hein, ça je trouve que c'est... Vous le dites bien. Après, il y a aussi ce que je trouve tout à fait intéressant par rapport à la formation et aussi à l'élaboration qu'Alexandre Stevens et d'autres ont permis aussi de mettre en place. C'est... moi, je sais qu'à mon arrivée, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est que tout le monde est intervenant. Hein, et qu'il n'y a pas de logopède, enfin d'orthophoniste, logopède en Belgique, orthophoniste, psychomotricien, psychologue. Tout le monde est intervenant. Et au nom de ça, tout le monde est dit pouvoir apporter sa petite pierre à la formalisation clinique, à l'élaboration du cas, à la lecture des coordonnées qui vont présider effectivement à telle ou telle, par exemple, intervention concernant les écrans. Hein, et ça, alors aussi, il y a donc peut-être aussi le passage par l'écriture, le fait que les réunions cliniques sont structurées à partir d'un temps qui est aussi très important, qui est la présentation clinique, où chacun, avec ce qu'il est, va témoigner de son travail avec tel ou tel jeune, et pas du tout à partir justement de grilles préétablies où on retrouve effectivement la dimension de projet, hein, qu'on a déjà évoqué dans la conversation. Chacun y va aussi avec ce qu'il a repéré je dirais, de la propre singularité du jeune et à partir du point où il en est aussi de son désir par rapport à ce tact clinique, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'enseignement au courtil. Tout ce qu'on essaye au niveau de la formation, c'est de transmettre une forme de tact clinique, d'une attention à la singularité, d'un point où de retrouver, je dirais, derrière ce qui peut apparaître comme symptôme, un point d'appui pour le sujet. Oui, c'est finalement en écho avec ce qui se passe dans la cure psychanalytique, où finalement la psychanalyse se transmet par l'expérience. C'est ça, exactement. Et le point, je pense, qui était extrait là dans la conversation, celui de la joie, je trouve qu'il est impressionnant, parce qu'on pourrait penser que c'est un travail très lourd, très compliqué. Alors certainement, il y a de ça aussi. Mais je dirais que tout cet encadrement, toute cette étude, tout ce travail que Cécilia a vécu en faisant le reportage dont elle témoigne, certainement soutient ce travail d'une façon autre que celle des exigences administratives, à faire ceci ou cela. C'est ça. Et autre aussi qu'un savoir technique sur tel ou tel aspect, je dirais, du patient, enfin du résident, comme on les nomme, qu'on va rencontrer. Oui, c'est ça, quand vous dites finalement que ici tout le monde est intervenant et intervient à partir de cette position d'intervenant, finalement, où chacun laisse au vestiaire son joli titre de psychologue ou de psychiatre, et aussi chacun fait aussi la soupe. Exactement. Bien. Chacun fait la soupe. Sur ce mot-là, on arrive en fin d'émission. Merci Corinne Retzky, merci Thomas Rouik. Nous espérons que cette promenade au Courtil a retenu votre attention et nous vous donnons rendez-vous le samedi prochain à 18h30 précise pour une nouvelle émission hebdomadaire de Studio Lacan. Au revoir Cécilia. Au revoir Gilles.